bourse en temps réel. Et comme tous les jours à cette heure-ci, on retrouve Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory, on va d'abord parler du rebond des marchés, rebond technique ou est-ce que le marché commence à intégrer, à mesurer avec un peu plus de précision le risque du coronavirus ? Je pense que c'est un peu les deux. Le marché a corrigé très très fortement et ça c'était justement mesuré dans l'avenir quel va être l'impact du coronavirus sur les résultats des entreprises. Le rebond technique, je dirais, c'est ce matin parce que la plupart des titres étaient survendus et qu'il y a un espoir. Le problème de cet espoir, comme je vais l'expliquer, il est quand même très très tenu. Quel est l'espoir? C'est que Donald Trump, à 5 heures ce soir, annonce un plan fiscal d'urgence d'aide à la population américaine. Je vais rentrer un peu plus tard dans les détails. Ce qu'on voit sous nos yeux, c'est qu'il y a quand même, ici aux États-Unis, un grand manque de confiance dans Donald Trump. Parce que si on était persuadé qu'il annoncerait un plan qui ait un effet quelconque ou que ce plan existe, les marchés seraient beaucoup mieux orientés. Donc, une fois de plus, je crois, les marchés reflètent une réalité. Et cette réalité, en tout cas aux États-Unis, c'est que on n'a pas tellement confiance dans Donald Trump pour sortir les États-Unis de cette crise sanitaire. Alors justement, sur ce plan fiscal qui est en préparation aux États-Unis, est-ce qu'on a des informations, est-ce qu'on a des pistes sur ce qui pourrait être annoncé par la Maison-Blanche ? Absolument. Alors tout d'abord, il faut dire que le cabinet de Trump hier, quand il a fait une déclaration qu'il allait offrir un plan fiscal, était absolument atterré. Rien n'avait été préparé et en fait, il n'avait pas une seule idée de quoi il s'agissait. Ça, c'est pour vous montrer un peu le sérieux de l'histoire. Quand on parle maintenant plan fiscal, ce qu'on imagine, ça serait peut-être en deux volets. Un volet, ça serait de baisser les ponctions fiscales sur la feuille de paye directe des salariés. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très différent de la France. Vos impôts sont déduits de votre salaire et quand vous recevez votre chèque toutes les 2 semaines, en fait, vous avez déjà payé vos impôts. Donc, ça serait tout à fait possible pour l'administration américaine de dire pendant un certain temps, on ne va plus déduire d'impôts des feuilles de salaire et tout d'un coup, ça va donner beaucoup plus d'argent aux consommateurs. Le gros problème, c'est qu'en fait, le consommateur, qu'est-ce qu'il ferait s'il avait plus d'argent? Il va pas faire des croisières, il prendra pas plus l'avion, il va pas plus sortir au restaurant. Donc, l'argent qui peut être très utile à un certain moment ne le sera pas là du tout, parce qu'on n'est pas face à une crise de la consommation où il faut stimuler le consommateur. Donc, on entend déjà dire, par exemple, du leader des Républicains à la Chambre des représentants que il lui semble vraiment pas le moment de faire ce genre de plan fiscal. Autre chose qui serait peut-être plus pratique, ça serait l'aide, je dirais, aux personnes qui restent chez elles pour ne pas travailler, pour ne pas contaminer, par exemple, leurs coworkers. Pourquoi aide? C'est que pour le moment, si on n'est pas malade et qu'on reste chez soi, on n'est pas payé. Et ça, c'est le gros problème. Donc, on protège peut-être son entourage et surtout les coworkers, les collègues, mais on perd son revenu. Donc là, ça serait, je pense, une mesure très bonne, en fait, très positive, si elle pouvait être annoncée, parce qu'il semble quand même que de plus en plus, le problème des États-Unis, c'est que ce coronavirus a à peine été encore testé. Je crois qu'il y a que quelques milliers de personnes aux États-Unis qui ont été testées. Et personnellement, par exemple, je connais un professeur de médecine à Columbia University, ça fait 3 semaines qu'elle demande à l'hôpital Columbia de la tester et ils disent non, on n'a pas de test disponible, même pour un professeur de médecine. Donc vous voyez à quel point, je dirais, ces marchés qui baissent, qui vont peut-être rebaisser aujourd'hui, c'est autant la crise économique que pourrait produire le coronavirus que le manque de confiance aussi bien dans Donald Trump que même dans la politique sanitaire qui est mise en place ici. Le problème, c'est que le calendrier de Donald Trump, qui est un calendrier électoral avant tout, n'est pas forcément celui de l'économie américaine et encore moins le calendrier médical du coronavirus. Vous avez totalement raison. Donc, une fois de plus ce matin, il envoie des tweets en disant que la Réserve fédérale est
pathétique et qu'elle devrait baisser les taux au niveau des taux en Europe. Je pense que ce genre de commentaire, n'apporte rien de positif, montre une méconnaissance de la réalité. Imaginez-vous si dans 2 semaines, les taux étaient à 0 aux États-Unis, qu'est-ce qu'on ferait si, par exemple, l'épidémie ou d'autres événements, parce qu'il peut y avoir d'autres événements qu'on n'attend pas, arrivaient et que la Réserve fédérale, à ce moment-là, n'avait plus du tout de munitions. Donc, je dirais, toutes ces déclarations, que ça soit de Trump ou de beaucoup de monde, en fait, sur les télévisions, sur les radios, font plus de mal que de bien, puisque personne ne maîtrise vraiment le sujet. Mais quel est l'intérêt de ces tweets? Est-ce que c'est pas avant tout pour chercher, désigner un bouc émissaire si les choses se passaient mal? C'est absolument ça l'intérêt de ces tweets, c'est qu'il doit absolument maintenir sa base électorale, qu'on estime à 44% de la population. Et on peut aussi se dire, connaissant Donald Trump, qu'il va passer à l'offensive pour essayer de détourner l'attention. On répète depuis des mois, mais même depuis plus que des mois, que Trump a un atout dans sa manche. L'atout dans sa manche, c'était la magnifique santé de l'économie américaine et surtout cette santé reflétée sur les indices boursiers. Et il ne manquait pas de dire, regardez, depuis que je suis élu, les marchés sont en hausse de 35% grâce à moi. Alors donc, il prenait tout le crédit de la hausse, il va jamais prendre le crédit, si je puis dire, de la baisse. Donc je dirais, il y a peut-être une chose à laquelle on ne pense pas assez, c'est que Donald Trump va peut-être essayer donc de détourner l'attention de sa base en trouvant une autre crise, un autre problème. Ça serait peut-être pas si constructif que ça. Vous qui vivez aux États-Unis, Grégory, est-ce que vous pensez que cette crise du coronavirus peut rebattre les cartes dans la course à la Maison-Blanche? D'un côté, Trump peut très bien être balayé si la crise était d'une ampleur sans précédent, mais s'il donne l'impression d'avoir bien géré cette crise et si finalement elle est de courte durée, est-ce qu'il n'a pas aussi une chance d'en sortir renforcé? Je vais vous dire, la réponse, elle est beaucoup plus simple que ça semblerait. La réponse, c'est que jamais un président américain sortant a été élu si on est en récession. Donc, si on était en récession sur le 3e trimestre et le 4e trimestre de cette année, Trump aurait de très très fortes chances d'être battu, tout simplement parce que l'histoire se répétera. Donc ça, il le sait très bien, mais c'est aussi, disons, d'une certaine façon, l'espoir qu'ont les marchés d'arriver quand même avec un plan fiscal assez rapidement. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que, connaissant Trump, il voulait faire des baisses d'impôts pour l'ensemble de la population, mais il sait très bien que s'il les fait maintenant, il ne pourra pas les faire 6 semaines avant le scrutin. Et les Américains ayant, comme beaucoup d'autres mondes, la mémoire extrêmement courte, je pense que Trump va essayer de garder le plus de munitions possible pour stimuler l'économie le plus longtemps possible. Et ça non plus, c'est peut-être pas extrêmement favorable. L'autre actualité, Grégory, c'est le rebond des cours du pétrole. On gagne à peu près 6% aussi bien sur le Brent que sur le WTI américain. Mais en dessous de $40 le baril, ça reste très problématique pour toute l'industrie pétrolière, notamment aux États-Unis, qui a fondé l'essentiel de sa stratégie sur le pétrole de schiste. Expliquez-nous pourquoi c'est un problème. Alors, c'est pas compliqué. Pour extraire du pétrole de schiste, il faut faire des très gros investissements et il faut faire continuellement des investissements parce que ce pétrole s'épuise rapidement et il faut aller faire un trou foré 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres plus loin. La plupart des compagnies donc qui actuellement produisent du pétrole de schiste sont des compagnies qui ont une dette absolument énorme. Et cette dette, comment elle a été financée? Tout simplement, ces compagnies ont émis des obligations, c'est totalement normal, avec des taux très élevés, parce que ils sont pas à un niveau qui serait qualifiable investment grade. Donc, ils sont pas à un niveau suffisant pour avoir une bonne note de Moody's et des autres. Donc, ils ont levé de la dette. Et qui a acheté cette dette qui avait un rendement élevé? Ce ne sont pas les banques, ce sont beaucoup, je dirais, de compagnies qui sont en dehors du bilan des banques. Ça peut être des fonds de private equity, ça peut être des hedge funds, ça peut être des fonds de pension, que sais-je encore. Le gros problème, c'est que tous ces acheteurs, ils se sont eux-mêmes endettés pour acheter la dette. Donc, ils ont utilisé un gros effet de levier
pour acheter la dette de compagnies qui maintenant, avec le pétrole à $30, sont des compagnies qui perdent beaucoup d'argent. Pourquoi elles perdent de l'argent? C'est pas compliqué. On estime que le niveau de rentabilité du fracking, pour le moment, est plutôt aux alentours de $50. Donc le risque maintenant, c'est pas vraiment un risque systémique dans le secteur bancaire, mais je dirais c'est un risque net dans le secteur hors bancaire des prêts qui ont été effectués avec des emprunts extrêmement importants, très souvent de 10 pour 1. Et comme disait toujours Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui nageait tout nu. Ben là, je pense que d'ici quelques jours, on va voir quelles sont vraiment ces compagnies. Certaines sont assez connues, Marathon Oil par exemple, mais d'autres sont totalement inconnues. Quelles sont donc les compagnies qui tout d'un coup vont se trouver dans le besoin de refinancer leurs dettes et ne trouveront plus preneur justement à leur émission obligataire? Quand la mer se retire, on voit qui nageait tout nu. Merci Grégory, on va rester sur ces belles paroles de Warren Buffett. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. On fait un nouveau point sur les marchés.